Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Journal du Soir en français sur Télé Liban. La tournée diplomatique de l'émissaire américain Thomas Barrack se poursuit. Reçu par le président du Parlement, Nabih Berri, le diplomate a salué une rencontre excellente et réaffirmé l'engagement de Washington en faveur de la stabilité du Liban. Au cœur des discussions, un éventuel cessez-le-feu israélo-libanais et la perspective d'un désarmement progressif. À Ain el-Tini, une étape cruciale dans la tournée diplomatique du représentant de Washington, en pleine phase de tension régionale. À l'issue de l'entretien, Tom Barrack se veut rassurant et optimiste. Les États-Unis n'abandonneront pas le Liban, dit-il. Selon lui, des progrès sont en cours pour parvenir à la stabilité dans une région en proie à l'incertitude. Il ajoute que le problème ne réside pas dans les garanties, que la région progresse et il faut garder espoir. Mais derrière ces mots, une proposition bien concrète aurait été avancée. Le président de la Chambre aurait soumis l'idée d'un cessez-le-feu israélo-libanais de 15 jours, à l'issue duquel le Liban engagerait un processus de désarmement progressif, une initiative qui, si confirmée, pourrait ouvrir une brèche dans l'impasse actuelle. Entré en vigueur dimanche après la reprise de la ville de Souaïda par les Druzes, le cessez-le-feu se maintient en Syrie tandis qu'un nouveau bilan fait état de plus de 1260 morts. Les autorités syriennes ont évacué des familles bédouines de la ville à majorité druze de Souaïda à la faveur d'un cessez-le-feu qui a mis un terme à des affrontements intercommunautaires ayant fait plus de 1260 morts en une semaine. La trêve est globalement respectée, hormis des tirs signalés dans des localités au nord de Souaïda, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Aux abords de la ville, des civils, parmi lesquels des femmes et des enfants, ont été évacués de la ville à bord de cars affrétés par les autorités et des véhicules privés. Nous avons été encerclés pendant 10 jours, a déclaré Fatima Abdelkader, une femme bédouine de 52 ans qui quittait sa localité. On avait peur que quelqu'un vienne chez nous et nous tue, a ajouté cette mère de 3 enfants. Le gouverneur de Deraa, Anwar al-Zorbi, a déclaré que cette province voisine avait reçu environ 200 familles bédouines en provenance de la région de Souaïda. Des ONG et des groupes druzes ont affirmé que les forces gouvernementales avaient pris le parti des combattants bédouins et tribaux et commis des exactions massives. À Gaza, les restrictions imposées par Israël à l'entrée de l'aide humanitaire continuent de provoquer une crise majeure. Un rapport onusien indique que des centaines de personnes de tout âge souffrent actuellement de faim extrême et de malnutrition dans les hôpitaux. Des Palestiniens font leurs adieux à un nourrisson décédé de malnutrition à l'hôpital Nasser de Khan Younes. Il est mort de malnutrition parce que sa famille n'avait pas de quoi le nourrir, explique sa tante en serrant son corps dans ses bras. La malnutrition atteint des niveaux alarmants dans la bande de Gaza en guerre, touchant particulièrement les enfants, alerte l'ONU, qui déplore l'entrée au compte-gouttes de l'aide humanitaire dans le territoire palestinien assiégé. Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric, dénonce un nouveau coup dévastateur à la ligne de vie déjà fragile qui maintient les gens en vie dans la bande de Gaza au lendemain d'un appel israélien à évacuer Deir el-Balah dans le centre du territoire palestinien. Le patriarche latin de Jérusalem, Pierre Battista Pizzabella, déclare à son retour de Gaza que la situation humanitaire était moralement inacceptable dans le territoire palestinien ravagé par plus de 21 mois de guerre. Des Palestiniens affamés frappaient sur des casseroles vides en matinée lors d'une distribution alimentaire à Nusayrat dans la bande de Gaza pour réclamer la réouverture des points de passage et l'entrée de l'aide humanitaire. La Russie poursuit ses frappes de grande ampleur contre l'ensemble du territoire ukrainien.
La ville d'Odessa a été frappée par une vague de drones, tuant une personne et blessant 9 autres. C'est dans ce contexte que l'Ukraine a confirmé que de nouveaux pourparlers directs avec la Russie devraient avoir lieu demain mercredi à Istanbul. Ce sont les troisièmes pourparlers directs entre la Russie et l'Ukraine qui doivent se tenir mercredi à Istanbul. Cette annonce intervient après une nouvelle nuit de frappes de drones et de missiles russes sur l'Ukraine qui ont fait au moins un mort et 9 blessés à Odessa et Soumy. Si la rencontre de mercredi n'a pas encore été confirmée par le Kremlin, son porte-parole Dmitri Peskov avait estimé plus tôt qu'il faudrait beaucoup de travail pour obtenir des avancées, compte tenu des propositions de paix diamétralement opposées des deux pays. Sur le terrain, les Ukrainiens ne se font pas beaucoup d'illusions quant à un cessez-le-feu prochain. Volodymyr Zelensky annonce 3 priorités à Istanbul: de nouveaux accords sur les échanges de prisonniers de guerre et de corps de civils et de soldats tués sur la ligne de front, négocier le retour des quelques 20 000 enfants enlevés par la Russie et organiser une rencontre directe entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Cette invitation au Kremlin est jusqu'à présent restée lettre morte. Au Bangladesh, le bilan de la chute accidentelle d'un avion de chasse de l'armée de l'air sur un complexe scolaire de Dhaka est passé à 27 morts, pour l'essentiel des élèves victimes de brûlures. 27 personnes sont mortes, dont 25 enfants et le pilote, suite à la chute du F-7 BGI de fabrication chinoise. L'avion a été victime d'un problème technique et s'est écrasé sur le complexe scolaire de Milleston dans le nord-ouest de Dhaka. Sur les quelques 170 blessés recensés par les secours dans les heures qui ont suivi l'accident, 78 sont toujours soignés dans les différents hôpitaux de la capitale. Cette catastrophe aérienne est la plus meurtrière survenue depuis des décennies au Bangladesh, qui observe une journée de deuil national. Le monoréacteur, qui avait décollé quelques minutes plus tôt d'une base aérienne de la banlieue de Dhaka, a percuté un bâtiment de 2 étages où se tenaient des cours, qui s'est aussitôt embrasé. En Israël, enfin, les moines du monastère de Latroun replantent leurs vignes après un incident dévastateur. Avec l'aide de bénévoles, ils redonnent vie à un terroir spirituel et agricole vieux de 135 ans. Entre prière, terre et résilience, leur geste devient un symbole fort d'espoir et de foi face à la diversité. Sous le soleil écrasant, un paysage renaît de ses cendres. Ici, au monastère de Latroun, les moines trappistes replantent les vignes dévastées par l'incident d'avril dernier. Un tiers du vignoble, soit près de 5 hectares, est parti en fumée. Mais pas la foi. Le père Christian Marie, salopette sur le dos et main dans la terre, voit dans cette renaissance un geste d'espoir. Il affirme de plein cœur: si nous pensions que demain la terre allait être détruite, nous n'entreprendrions rien. Planter, c'est croire en l'avenir. Autour de lui, une poignée de bénévoles qui croient à la reconnexion à la nature et à la solidarité. Le feu avait forcé les moines à fuir leur lieu de vie. Une évacuation difficile pour cette communauté contemplative où plusieurs membres sont âgés. Outre les vignes, près de 1000 oliviers sont partis en fumée. Une perte lourde, l'huile d'olive constituait une ressource essentielle. Mais les moines ne baissent pas les bras. Aujourd'hui mieux préparés, ils avancent avec foi. Ils répètent d'une seule voix: en fin de compte, nous sommes entre les mains de Dieu. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de votre fidélité et à très bientôt.